Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Macron va-t-il finir par s'enfuir, une fin en quelque sorte à la Ceausescu? Eh bien, c'est la question que de plus en plus de journalistes se posent. Et je trouve cette convergence étonnante. En effet, lorsqu'une information arrive, elle peut disparaître, ce sont des rumeurs qui ne sont pas suffisamment fondées. Mais là, l'information que je vais vous donner, cela fait 3 mois que nous en parlons sur cette chaîne, et que cela forme, si vous voulez, de point, cela forme une véritable ligne. On a une sorte de direction. Alors, je vais vous donner plus exactement le tweet de Georges Malbruno. Analyse d'un service de renseignement français. En 2023, Macron fera passer la réforme des retraites en recourant au 49.3, puis il dissoudra l'Assemblée. Il démissionnerait ensuite, faute de majorité, ce qui lui permet de se représenter dans la foulée ou au scrutin suivant. Voilà la note, elle vient de Georges Malbruno. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais déjà donné une information similaire qui venait de Marc Andelweld. Georges Malbruno, Marc Andelweld, et puis vous avez ce type d'information dans le Figaro, dans le Nouvel Obs, je crois. En tous les cas, je vous avais donné de nombreuses sources présentant ce type de scénario. Alors on va s'interroger d'abord, qui est ce Georges Malbruno? Parce que, est-ce que c'est un type ordinaire? Non, c'est pas du tout un type ordinaire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas un gars qui imagine sur Facebook, Robert sur Facebook, qui prend ses désirs pour des réalités. Ce n'est pas ça. Georges Malbruno, c'est quelqu'un d'important dans le milieu journalistique. C'est le spécialiste du Moyen-Orient, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait été enlevé en 2004 par l'armée islamique en Irak, parce qu'il l'avait enlevé, il voulait que la France abroge la loi sur les signes religieux et les écoles publiques, avec son compère Chesneau. Ils avaient été libérés, on dit d'ailleurs moyennant finance. Et c'est à ce moment-là que, dans la presse autorisée, comme l'on dit, on s'est dit, oui, Malbruno, c'est pas seulement un journaliste, il travaille aussi un petit peu pour nos services secrets. Et on dit la même chose de Marc Andelweld. Donc, vous avez un journaliste spécialiste du Moyen-Orient qui nous fournit une note des renseignements français dont on sait qu'il a des liaisons avec ses services secrets. Et c'est la même chose avec Marc Andelweld. Mais qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'il y aurait un groupe de pression au sein de la DGSE qui est en train de pousser Macron dehors parce qu'ils auraient des révélations qu'ils ne le supportent plus, ou alors ils travaillent main dans la main avec Emmanuel Macron? C'est toujours très compliqué. Et je voudrais revenir sur quelques scandales d'ailleurs entre Malbruno et Emmanuel Macron. Il y a un fort différent. En effet, en 2020, le président de la République, donc Emmanuel Macron, reproche aux journalistes d'avoir eu un comportement irresponsable pour la France. Irresponsable pour les intéressés ici et grave d'un point de vue déontologique, en raison d'un article publié dans le Figaro et relatant un entretien avec le président de la République, Mohamed Raad, le chef du bloc parlementaire du Hezbollah. Le journaliste s'est dit surpris par la virulence de cette attaque. Pour l'Observateur, la scène est surréaliste. Le magazine juge impossible de ne pas y voir une pression évidente, en tout cas un message tacite envoyé à l'ensemble des médias, une forme très désagréable, et c'est un euphémisme d'intimidation. Maya Kadra considère l'échange qui s'est déroulé entre Emmanuel Macron et Georges Malbruno comme très révélateur du dénigrement, du mépris que le président Macron, et c'est étonnant, à l'égard de toute forme de presse qui défie le système et qui défie même la personne du président. On sait qu'Emmanuel Macron veut des journalistes bien rangés aux ordres. Eh bien, c'est pas le cas de Georges Malbruno parce que, comme je vous dis, c'est un ancien plus ou moins de la DGSE. Donc, un conflit entre le président Macron et Georges Malbruno qui sort ce tweet. Vous comprenez que là, on n'a pas affaire à un journaliste aux ordres. Et Marc Andelweld, encore moins, c'est quand même le gars qui a écrit un livre, L'ambigu Monsieur Macron, où il révèle que Emmanuel Macron est certainement, je vais utiliser le conditionnel, aurait visité certains milliardaires algériens pour financer sa campagne. Voilà les accusations de Marc Andelweld, lui aussi travaillant pour la DGSE. Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, j'aimerais juste comprendre. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Bon, j'ai ma petite idée derrière la tête, allez, je vais quand même vous la donner, parce que je pense qu'en effet, il y a des industriels, il y a une partie des cadres de l'armée qui poussent Macron dehors. Voilà, moi, c'est ce que je crois, et qui lui donne une porte de sortie en révélant ce genre d'affaires.
Il ne faut pas oublier non plus que Georges Malbruno avait dénoncé dans un article, dans un livre d'ailleurs, qui avait fait le buzz et que j'avais lu, nos très chers émirs, tenez, je vous le donne. Mise en cause sur ses relations avec le Qatar, la sénatrice Nathalie Goulet a fait condamner les journalistes Christian Chesneau et Georges Malbruno. 2 ans après sa sortie, le livre d'enquête Nos très chers émirs continue de faire des remous. Dans cet ouvrage paru en octobre 2016, édition Michel Lafon, les journalistes Chesneau et Malbruno disséquaient les relations incestueuses entre monarchie du Golfe et politique français de tous bords, parmi lesquels Rachida Dati, Ségolène Royal, Jean-Marie Le Guen, Marine Le Pen, le député PS Nicolas Bay, Dominique de Villepin, Jacques Lang ou encore Jean-Vincent Placé. Il avait révélé qu'en effet, ils allaient à l'ambassade du Qatar chercher des billets de 500 € et recevoir de très jolis cadeaux de Noël, et que le Qatar avait fini par se fâcher. Je pense que, je ne vais pas revenir puisqu'ils ont été condamnés pour diffamation, mais il se trouve que le livre a été très documenté, que les sources étaient très solides, que Georges Malbruno est un journaliste extrêmement sérieux, et il n'y en a qu'un seul sur toute la liste que je vous ai donnée, il y a d'autres personnes à l'intérieur, il n'y a qu'une seule personne qui est arrivée à faire condamner Malbruno, et lorsqu'on connaît l'affaire, c'était sur un témoignage, et donc Georges Malbruno a été disant, mais attendez, moi j'ai le témoignage, j'ai les preuves, mais la personne s'est rétractée le jour du procès, donc elle n'a pas pu témoigner. Et c'est comme ça qu'ils ont été condamnés. Voilà, donc je voulais quand même rapporter un petit peu cette histoire. Georges Malbruno, c'est un gars sérieux, c'est un type qui va souvent taper là où ça fait mal. Donc c'est une source crédible. Voilà. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. C'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo. Il me semblait que c'était vraiment une nouvelle qu'on ne pouvait pas laisser passer. Alors, je voudrais aussi faire un petit point, puisque en ce moment, vous avez des personnalités qui viennent dans la presse nous expliquer qu'Emmanuel Macron, c'est un gars fabuleux, et notamment Bono du groupe U2. Alors, ça m'a fait un peu de peine parce que U2, c'est le groupe un peu iconique de ma jeunesse. Je les ai vus 2 fois en concert, je les adore. Et de voir Bono défendre Emmanuel Macron, c'est évidemment insupportable. Mais ce qui est encore plus insupportable, c'est de découvrir que Bono, eh bien, c'est l'invité récurrent du World Economic Forum avec Klaus Schwab. Eh oui, tout s'explique. Et puis, Bono, c'est aussi le gars qui est cité dans les Paradise Papers, les astuces fiscales de Bono, comme une grande partie d'ailleurs des membres du World Economic Forum. Voilà. Bon, rien d'étonnant, mais ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, bon, tu admires un grand chanteur, c'est un grand groupe, et puis tu grattes, et puis voilà ce que tu trouves. Il faut le dire aussi, quand on a un petit peu des déceptions, on y va. Alors, Emmanuel Macron, vous savez, c'est le gars qui résout tous les problèmes. Vous imaginez, il a reçu le 21 novembre les grands industriels européens pour leur dire d'arrêter de délocaliser. Délocaliser où? Notamment aux États-Unis. C'est-à-dire qu'une grande partie de nos emplois sont en train de partir aux États-Unis. Pour quelle raison ? Eh bien, tout simplement parce qu'Emmanuel Macron a choisi Zelensky, parce que Macron a choisi de soutenir l'Ukraine, donc nous payons une facture énergétique absolument démente, nous avons une inflation, et beaucoup d'industriels sont en train de se dire, si on veut sauver nos groupes, il faut aller là où l'énergie est peu chère. Un pays ne peut se développer, je l'ai déjà dit et je le répète, essentiellement s'il a une énergie bon marché. Nous avions du commerce avec les Russes, nous vendions énormément de produits en Russie, c'était un de nos grands partenaires au niveau du commerce, et en échange, nous avions du gaz à un prix modéré, ce qui développait nos industries qui venaient soutenir notre croissance. Macron, pour obéir aux Américains, a décidé de sacrifier l'industrie française, et puis tous les autres pays européens ont fait la même chose. Ils vont donc en payer le prix. Et quand je vous ai dit qu'Emmanuel Macron est prêt à partir, comme le dit Georges Bruno, mais le jour où il y aura des délocalisations sévères, un chômage de masse, puisque de nombreux industriels nous envoient des signes en disant « Attention, on ne pourra pas payer nos factures d'électricité », vous comprenez qu'il a envie de partir. Il fait vite voter la loi sur les retraites, et puis après, bye bye. Ça se comprend dans une certaine mesure. Ça se tient, le scénario de Georges Malbruno. D'autant que nous apprenons dans la presse qu'en effet, le projet de réforme présenté mi-décembre, sera voté début 2023. Cela tient, l'information de Georges Malbruno.
nous avons les industriels qui partent, et pour amuser la galerie, bien sûr, Emmanuel Macron se balade aux États-Unis pour essayer de désamorcer les tensions et dire aux Américains, attention là, vous êtes en train de nous ruiner, on ne pourra plus tenir, on ne pourra plus être dans la sphère atlantiste. Voilà en fait le véritable message. Allô, allô, j'ai des problèmes. Peut-être même, on peut imaginer qu'Emmanuel Macron se dit si je prends un avion, est-ce que je pourrais aller aux Bahamas avec Sam Bankman-Fried? Bon, là, je plaisante un petit peu, mais vous voyez que les choses sont extrêmement tendues. Nous avons eu le numéro hier sur le Covid. Là, nous avons une analyse sur la situation internationale. Et à chaque fois, c'est catastrophique. Et ça se traduit par les pitreries d'Olivier Véran, toute cette folie, elle se traduit... j'ai bien aimé Gabriel Cluzel, que j'apprécie beaucoup son travail. Décaler le sèche-linge, baisser la plaque électrique de la cuisine. Face au risque de tension sur le secteur électrique, Olivier Véran prépare à nouveau les Français. Celui qui nous a menti sur le Covid, c'est celui qui nous prépare à la crise énergétique. C'est vrai que c'est le plus qualifié. Gabriel Cluzel ajoute, pour le sèche-cheveux, quelles sont les consignes? Et on éteint à quelle heure la lampe de chevet? Oui, ça la montre aussi en plus qu'ils nous infantilisent. Ils ont été incapables de mener une politique énergétique convenable en fermant Fessenheim et compagnie. C'est ce que je vous avais déjà rappelé hier. Ils sont allés dans cette politique de folie de soutien à l'Ukraine. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, Xavier Moreau a sorti un dernier numéro, assez optimiste du côté russe. Les Russes reprennent l'avantage manifestement. Vous verrez d'ailleurs le numéro de Stratpol, je vous invite à le voir d'ailleurs, sur la ligne de front du Donbass. Ça a l'air véritablement de plus en plus compliqué pour les Ukrainiens. Et donc, nous sommes en train de payer la facture de cet investissement au niveau ukrainien. Et oui, nous sommes en train de payer, c'est-à-dire que notre industrie est en train de s'effondrer, nous payons trop cher le prix de l'énergie, et vous avez Olivier Véran qui vient faire le guignol à la télé et qui nous infantilise. Est-ce que vous pensez réellement que cela peut durer éternellement? Quand les chefs d'entreprise mettront la clé sous la porte, tous ces petits chefs d'entreprise, je ne parle pas des multinationales, non, je parle des petits chefs d'entreprise, ceux qui donnent de l'emploi dans les régions et les départements, eh bien là, je comprends qu'Emmanuel Macron ait envie de prendre la poudre d'escampette. Il sait très bien quand les faillites vont commencer. Il a les dates, c'est déjà prévu, puisque les gens vont recevoir les factures, ils le savent tout ça. Voilà, écoutez, si vous avez des commentaires à me faire sur cette chaîne vidéo, n'hésitez pas. J'allais oublier, parce que là je suis en train de regarder un petit peu les documents que je vous avais préparés. Alerte, le procureur chargé du dossier McKinsey invité à festoyer à l'Élysée. Certains montrent, pour certains, cela prouve qu'il n'y aura rien sur McKinsey. Moi je pense que c'est exactement l'inverse. Pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où ce procureur, d'ailleurs, qui avait été nommé, on se souvient, par Emmanuel Macron lui-même, eh bien, a été vu à l'Élysée, ça va rendre sa tâche de plus en plus compliquée, parce qu'il y a une partie des équipes, et ça, pas mal de mes confrères me l'ont dit, il y a pas mal de magistrats qui veulent la peau d'Emmanuel Macron, parce qu'ils ne supportent plus Dupond-Moretti, ils ne supportent plus cette politique ubuesque qui se fait à l'Élysée. Voilà, donc pas de panique, au contraire, les choses vont plutôt dans le bon sens. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Bye bye.